Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la Tribune du mardi qui, encore une fois, va se dérouler en Afrique de l'Ouest. Et vous comprenez pourquoi l'actualité est dominée par la Côte d'Ivoire et la Guinée. La Côte d'Ivoire qui prépare le premier tour de l'élection présidentielle et la Guinée qui, récemment, il y a quelques jours, a donc eu les résultats de ce premier tour, résultats contestés par l'opposition. Et pour discuter de ces deux pays, et bien sûr, nous allons avoir un panel composé à la fois de personnes ressources pour parler de la Guinée. Il s'agit précisément du responsable presse de l'UFDG en la personne de Hamid Baldé. Nous allons le retrouver en seconde partie. Hamid Baldé, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Merci, ça va. Et en première partie, Bernard Oudin, qui est ancien conseiller spécial de l'ex-président Laurent Gbagbo. Bonsoir. Bonsoir. Wakili Alafé, qui est journaliste, écrivain, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et Alexandre Tos-Egbako, qui est anthropologue, politiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci encore une fois d'avoir répondu à cette invitation. Nous ouvrons par la Côte d'Ivoire, disons-nous. La Côte d'Ivoire, où va se tenir le premier tour de l'élection présidentielle. Un premier tour sous tension. On a noté, selon les chiffres qui ont été rendus officiels, que 40% seulement des électeurs ont retiré leur carte. Est-ce que ces tensions vont favoriser la tenue d'une élection apaisée, d'un premier tour apaisé? C'est de cela que nous allons parler d'abord avec Bernard Oudin. Bernard Oudin, bonsoir. L'opposition radicale est vent debout contre cette élection et contre la candidature du président Alassane Ouattara. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt envisager de l'affronter aux urnes, puisque nous sommes à quelques jours de la tenue de ce premier tour? Et bonsoir aux uns et aux autres. Le problème ne se pose pas dans ces conditions-là. Le problème pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'il y a une loi fondamentale, la Constitution. La Constitution a des règles. Ces règles sont transgressées aujourd'hui par le garant de la Constitution lui-même. C'est ça qui est dramatique. En plus, une Constitution qu'il a réécrite en partie lui-même en 2016 et par une réforme au mois de février à Yamoussoukro en réunissant le Congrès. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas un problème historique de là d'où il vient, ce n'est pas un problème de ses origines ethniques ou religieuses, c'est un simple problème de droit qui pourrait se poser dans n'importe quel pays au monde. Et comme 2 plus 2 font 4, l'éligibilité de M. Ouattara est reconnue. La Constitution ivoirienne n'autorise que 2 mandats. On me dit oui, mais le président a modifié la Constitution. C'est faux. La Constitution ivoirienne, c'est celle de 2000. La réforme constitutionnelle de 2016 n'a porté que sur certains éléments de la Constitution. Et il est si vrai que l'article 183 qui a été introduit dans cette réforme constitutionnelle précise bien que tous les articles non modifiés restent en vigueur. À ma connaissance, le nombre de mandats n'a pas été modifié. Et comme tous les constitutionnalistes à l'époque, commençaient par les rédacteurs eux-mêmes, je pense à Cissé Bakongo, ou au ministre de la Justice, M. Kambiré à l'époque, et d'autres, on dit, et c'était même l'argument de campagne du RHDP pour faire voter cette constitution, non, M. Ouattara ne pourra pas faire un 3e mandat avec cette constitution. Donc les Ivoiriens, peu nombreux qui sont allés aux urnes, et les autres, savent très bien dès l'origine que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Il l'avait d'ailleurs acté lui-même en adoubant son successeur potentiel, parce que dire aujourd'hui que M. Amadou Bon, s'il avait vécu, aurait été président de la Côte d'Ivoire à la fin de la semaine, ça c'est une vue de l'esprit et une statistique ou un pronostic quasiment sportif.
Malheureusement, M. Amadougon nous a quittés, mais ça ne donne pas à M. Ouattara une autorisation juridique de le remplacer comme candidat. Donc, samedi en Côte d'Ivoire, il ne peut pas y avoir une élection présidentielle au sens régulier du terme. Il peut y avoir, par M. Ouattara, l'organisation à la va-vite, dans des bureaux de vote qui ont été sécurisés, entre guillemets, d'une élection factice, dont le résultat est d'ailleurs aujourd'hui dans le tiroir de M. Ouattara, comme était le nom de tous les candidats qui ont été oui, Bernard Oudin, nous entendons bien. Assez à la fait, vous avez en tout cas longtemps également défendu la constitutionnalité de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat, contrairement à Bernard Oudin. Du côté du pouvoir, on est plutôt tourné vers la tenue du scrutin malgré ces tensions et même la médiation menée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, tout à fait. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours du scrutin. C'est le samedi 31. Tous les débats ont été faits à plusieurs reprises, mais les mêmes arguments reviennent. Chacun campe sur sa position. On ne sait pas comment le samedi ça va se passer, mais on va irrémédiablement, de façon inexorable vers cette élection-là. Vous avez dit tout à l'heure, il y a eu 40% de taux de retrait des cartes d'électeurs, 41%, un peu plus de 3 millions sur 7 millions et demi. Je pense que par rapport au contexte, c'est un taux qui est appréciable et qui est acceptable parce que dans la même période, en 2015, on était à 55%, alors que les deux grands partis de l'époque, le PDCI et le RDA étaient ensemble dans le RHDP. On était à 55%. Et étant entendu que les cartes d'électeurs sont à la disposition des électeurs le jour du vote, il est possible que ce taux-là monte. Et en 2015, il y a eu 52% de taux de participation après un retrait de 55% des cartes d'électeurs. Donc, voici ce que l'on peut dire par rapport à la situation actuelle à Abidjan. Mais au-delà d'Abidjan, sur l'ensemble du pays. Oui, et il y a... Alors, Alexandre Tossé et Gbako, il y a une médiation, vous restez en notre compagnie, bien sûr, assez à la fait. Il y a une médiation qui est menée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'elle peut donner à quelques jours du 31 octobre ? Écoutez, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ces institutions, la CEDEAO, l'Union africaine, au vu de tout ce qu'il y a eu par le passé, moi j'ai moins confiance en ces institutions pour régler des crises sociopolitiques dans nos États. Je l'ai dit la semaine dernière, et je reste sur ma position. Parce que en Guinée, voilà, ça n'a rien donné. C'est pas en Côte d'Ivoire que ça va donner quelque chose, tout simplement parce que là, on est à un point de non-retour. Le problème n'a pas commencé hier ni aujourd'hui. Ils étaient là, ils n'ont rien fait, et puis on est pratiquement dos au mur, et donc... mais la CEDEAO ne va pas s'immiscer non plus dans le fonctionnement des États. Non, on ne dit pas. La CEDEAO est régie par des règles, des lois qui lui donnent la possibilité d'intervenir dans certains problèmes politiques. Et le problème, c'est que il n'y a pas vraiment de pertinence dans leur démarche. Ils ne vont pas réellement sur les problèmes. Et donc, je ne comprends pas comment on peut légitimer une nouvelle république, un troisième mandat. Moi, je suis avec ceux qui pensent que 2 mandats à la tête d'un État suffisent largement. Maintenant, c'est un problème, ça n'a rien à voir avec la personne, à mon avis, d'Alassane Ouattara, ni de Gbagbo, ni
de Bédier. C'est un jeu d'intérêt qui n'a aucun sens. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être que les trois personnalités-là se retirent du jeu politique ivoirien pour permettre au peuple ivoirien de respirer. Permettre au peuple ivoirien de respirer en retirant de la course à l'élection présidentielle ces trois dinosaures, surtout que Laurent Gbagbo n'est pas candidat à cette élection. Bernard Oudin, il y a eu, et ce n'est pas négligeable, nous n'en avons pas parlé au début, mais il y a eu des violences avant le début de la campagne électorale, mais également pendant le déroulé de cette campagne. Beaucoup parlent d'une trentaine de morts et certains évoquent plus de cas. Est-ce que cela ne devrait pas finalement interpeller davantage les acteurs politiques majeurs pour justement arrêter cette effusion de sang? Tout d'abord, un petit retour en arrière, parce que sur ce qu'a dit M. Passé à la fée, on mélange peut-être un petit peu le fait d'avoir une carte d'électeur et de participer le jour du vote. Ça, c'est une première chose. Et je ne dirais rien du taux réel de l'élection de 2015, qui n'a rien à voir avec les chiffres annoncés par le pouvoir à l'époque. Maintenant, quant aux distributions de cartes d'électeurs, je donne un exemple. Je suis moi-même électeur ivoirien, puisque je suis citoyen ivoirien et enrôlé. Nous sommes le mardi, on m'avait dit que ma carte d'électeur allait arriver par la poste 15 jours ou 10 jours avant. Le courrier n'est toujours pas arrivé. Est-ce que la poste française est défaillante ou est-ce que c'est la commission électorale indépendante? Les jours suivants, on verra ce qui se passe. Maintenant, vous parlez des violences et éventuellement du retrait des dinosaures, comme vous dites en politique. Le problème ne se situe pas là. Le vrai problème, je reviens dessus, c'est que pour qu'un pays fonctionne, il doit respecter ses lois. La loi en Côte d'Ivoire est très claire et très précise. Et dimanche, il ne peut pas y avoir d'élection dans la mesure où deux des candidats retenus par le Conseil constitutionnel ont dit qu'ils ne pouvaient pas participer physiquement à une élection dont un des candidats est lui-même irrecevable en l'état. Donc c'est vouloir faire quand même l'élection parce que, comme on dit souvent, on serait en Afrique et qu'il faut s'arranger. Non, l'Afrique c'est comme l'Europe, c'est comme l'Amérique, c'est comme l'Asie. Les gens qui habitent dans des pays africains ont droit au respect du droit, ont droit à leur souveraineté, ont droit à leur choix personnel, dans la même façon que les Européens, les Américains et les autres. Moi, je suis franco-ivoirien, j'ai passé plus de temps de ma vie à Abidjan qu'à Paris. J'ai côtoyé tous les présidents africains. Le premier que j'ai côtoyé de près, c'était Félix Houphouët-Boigny, mais j'avais 5 ou 6 ans quand il venait dîner chez mes parents. Ensuite, je l'ai côtoyé plus tard. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'Afrique doit se respecter elle-même. Et il faut que les populations africaines se prennent en charge. L'élection de dimanche, comme disait M. Gbagbo, il faut, à un moment ou à un autre, que les gens, c'est pas la CEDEAO, c'est pas l'Union européenne, c'est pas les États-Unis, c'est pas à Paris ou à Marseille qu'on va décider du sort de la Côte d'Ivoire. C'est à Tabou, à Bouna, Odiéné, à Abidjan, Korogo, Boisflé et toutes les villes de Côte d'Ivoire. Oui, mais à propos de cette du respect des lois et de cette modification de la Constitution, il me souvient avoir reçu ici assez à la fée qui rappelait qu'il y avait il y a plusieurs années une mise en garde de Mamadou Coulibaly contre l'adoption de cette Constitution. Finalement, est-ce que tout le monde est au courant de ce qu'il se passe? Mais Mamadou Coulibaly ne dit pas différemment de nous. Il dit que constitutionnellement, il ne peut pas y avoir un troisième mandat de M. Ouattara, d'après les textes de la loi ivoirienne elle-même. Et à cet égard, en 2018, le Conseil constitutionnel qui a validé la candidature de M. Ouattara avait pris un arrêt à la demande d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, qui posait la question de sa capacité à rester en tant que président de l'Assemblée nationale, alors que dans la nouvelle, entre guillemets, la réforme constitutionnelle, il ne voyait pas comment ça pouvait se situer parce qu'on ne parlait pas de son problème. Et qu'est-ce qu'a répondu le Conseil? Il a dit, mais monsieur le président de l'Assemblée nationale, il existe dans la Constitution ivoirienne aujourd'hui un article 183
qui s'applique à votre problème, puisqu'on n'a pas parlé de la modification de vos capacités dans la réforme constitutionnelle. L'article 183 s'applique et vous conservez vos prérogatives antérieures. Donc c'est un arrêt définitif et décisif du Conseil constitutionnel qui aurait dû s'appliquer dans les mêmes conditions pour l'élection du président. Et là, il faut enlever le nom de Ouattara ou de X ou de Y. Il faut dire le candidat intel a-t-il la capacité juridique ou non d'être candidat? Le président actuel ayant fait 2 mandats, c'est irréversible, ad vitam aeternam pour lui. Et même si on recule l'élection en Côte d'Ivoire, il faudra bien en faire un jour, ça ne rendra pas sa virginité juridique à M. Ouattara sur ce problème-là. C'est définitif. On pourrait parler plus tard de 3e mandat si les Ivoiriens font un nouveau référendum et acceptent de faire 3 ou 4 mandats, mais ça sera dans la Constitution. Aujourd'hui, M. Ouattara ne peut plus être candidat à une élection en Côte d'Ivoire. M. Ouattara le sait pertinemment. M. Ouattara s'entête. Le mur qui se présente le 31 octobre, va-t-il se fracasser dessus ou le problème sera-t-il amorti avant? Moi, je fais tout ce que je peux pour qu'il n'y ait pas de casse en Côte d'Ivoire. Il y en a déjà trop eu ces jours derniers. Il y a des centaines de personnes qui ont été blessées dans leur chair. Je ne vais pas vous... Si vous voulez, je peux vous envoyer des photos. Oui, on a vu des dizaines de morts. On a vu les photos. On a vu. Propos, puisque vous avez parlé de la Guinée tout à l'heure, Madame Bensouda, procureure de la CPI, qui a échoué à vouloir faire condamner Laurent Gbagbo parce qu'il était incondamnable dans le dossier qui avait été monté de façon factice en 2011. Madame Bensouda vient de s'inquiéter de la situation guinéenne. Et elle n'a pas dit un mot de la Côte d'Ivoire. On va revenir sur la... Elle n'a pas dit un mot de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de Guinée maintenant. Non. Je dis que Madame Bensouda n'a pas dit un mot de la Côte d'Ivoire. On l'entend bien, mais la responsabilité de ces violences assez à la fait, elle incombe à finalement toutes les parties. Oui, bien sûr, un combat à toutes les parties. Je reviens. Vous savez, il n'y a pas lieu peut-être de poursuivre la polémique sur l'éligibilité ou pas, mais voyez-vous, dans les échanges précédents, j'avais rappelé l'histoire constitutionnelle de Côte d'Ivoire. J'avais rappelé comment en 2000, une constitution a empêché Alassane Ouattara d'être candidat. Et comment la même constitution en 2010, sous des artifices, dit-on, exceptionnels et extraordinaires, au nom de la paix et des engagements, dit-on, internationaux de Côte d'Ivoire, a pu lui permettre d'être candidat. Et malin qu'il est, le même Ouattara, en 2015, avant 2015, il n'a pas fait modifier la constitution, et la même constitution de 2000, qui l'avait empêché d'être candidat en 2000, la même constitution qui lui aurait permis d'être candidat de façon exceptionnelle en 2010 lui a permis, selon les juges constitutionnels, d'être régulièrement candidat en 2015. Cet exemple est fait pour nous appeler à l'humilité et aussi à l'ouverture dans l'appréhension et dans la conception de cette constitution et dans la manière de la voir appliquée. Parce que c'est simple, ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition, il est évident qu'ils ont leur certitude. S'ils étaient aux affaires, ils allaient déclarer M. Ouattara inéligible, comme M. Ouattara fut déclaré inéligible en 2000, comme ensuite il a été déclaré par un tour de magie éligible en 2010 et comme il a été aussi en 2015. Donc il faut, je pense, qu'on retienne simplement que c'est une question d'interprétation. Ceux qui estiment que M. Ouattara n'est pas candidat ne peuvent pas prétendre avoir une vérité absolue au point d'aller à des morts. Il ne faut pas indiquer que c'est la vérité absolue et que c'est la seule. Et qu'en dehors de ça, toute autre interprétation n'est que abus, n'est que malice, n'est que forfaiture, n'est que parjure. Ce n'est pas juste. On peut être de bonne volonté, de bonne foi et donner autant d'exemples en faveur de cette candidature contre cette candidature-là. Et de ce point de vue, les batailles en cours engagent une responsabilité partagée parce que ceux qui sont contre la candidature estiment que leur cause est bonne, elle est juste, elle est la meilleure. Il la faut pour défendre la Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais de l'autre côté aussi,
les gens estiment qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout et on a deux camps qui s'affrontent au nom d'une vision de Côte d'Ivoire, au nom d'une compréhension de la Constitution, et puis les deux s'affrontent et on compte des morts. On voudrait penser que peut-être le gouvernement est plus responsable que quiconque. Mais le président Laurent Gbagbo, dont M. Houdet est conseiller, a dit dans un pays, la paix dépend plus souvent de l'opposition que du gouvernement. Et il a donné l'exemple de son propre parcours alors qu'il était opposant, la Côte d'Ivoire était en paix. Et lorsqu'il est devenu président, les opposants sont allés dans les armes et ont perturbé sa gouvernance. Je ne dirais pas que c'est l'opposition seule qui est responsable, mais comme vous-même vous l'avez dit, la responsabilité est partagée et il est temps que les uns et les autres aient un peu plus de modération et comprennent que personne n'a la vérité absolue, surtout en matière de compréhension et d'interprétation de la Constitution, eu égard à l'histoire de Côte d'Ivoire, eu égard à ce qui s'est passé, eu égard aux interprétations passées de notre Constitution. Alexandre Torce-Gbako, nous sommes en politique et nous ne sommes pas en religion. Justement, les croyances ne sont pas déterminées selon les mêmes paramètres, mais comment aller à une élection justement dans un contexte où on considère que les dés sont pipés. Là, je parle de l'opposition ivoirienne qui a des réserves par rapport à la liste électorale et par rapport au dispositif justement d'organisation des élections. En dehors de la candidature de président Ouattara qui est jugée justement tout à fait hors la loi. Oui, il y a un cafouillage terrible en Côte d'Ivoire et ça vient de loin. Et je sais que je parlais tout à l'heure des trois personnalités. Eux tous, ils ont en eux un esprit de revanche. Il faut le dire très clairement parce que je crois que c'est monsieur Houdet qui disait tout à l'heure que Gbagbo n'a pas présenté de candidature. Mais il faut le dire, ses partisans ont déposé son dossier. Non, je n'ai pas dit ça. Gbagbo a présenté sa candidature. Il n'a pas dit. D'accord, j'ai compris. Je parle de la candidature de Gbagbo, je vous en parler. D'accord, voilà. Moi je dis ses partisans ont déposé son dossier. Mehdi a déposé le dossier, Ouattara a déposé le dossier, les trois ont été déjà présidents dans ce pays et leur ombre plane toujours dans ce pays. Et c'est des personnalités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous enlevez quelqu'un parmi eux, il y aura toujours de problèmes, puisqu'ils ont tous le camp qui sont présents, qui veulent participer au jeu électoral. Donc 40% de cartes d'électeurs retirées, ça prouve qu'il y a un désintérêt pour cette élection-là. Tout ça parce que Alassane a déclaré, une nouvelle république qui veut remplir une troisième fois, et je le répète, 2 mandats à la tête d'un État suffisent largement. Maintenant, pour essayer de sortir de cette crise, il y a lieu de neutraliser tout de suite cette procédure qui est en cours. Je pense qu'il faut arrêter la procédure pour essayer de discuter de ce qui fâche les uns et les autres. Et moi, je pense que si les trois personnalités peuvent se retirer de cette élection, décréter peut-être une période de transition pour essayer d'arracher l'appareil électoral même des mains des partis ou bien comment dirais-je, des personnes qui composent actuellement cet organe qui organise les élections pour réorganiser une nouvelle élection sans ces trois personnalités. Il y a une nouvelle génération, il y a les Thiam Tidiane, les Tano, les Yasmine Ouyen, Blé Boudé et Soro. Ils peuvent constituer cette nouvelle génération et on organise de vraies élections, que le meilleur gagne parmi ces jeunes générations et que ces trois personnalités aillent constituer ce qu'on pourrait appeler le conseil des sages. Parce que tant qu'ils seront dans le jeu,
je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas encore fini avec la crise. Vous considérez que ce sont ces trois personnalités qui empêchent la marche normale du pays, mais ces trois personnalités font partie du problème de la Côte d'Ivoire depuis plus d'une dizaine d'années. Et moi, si j'étais conseiller de M. Gbagbo, j'allais lui conseiller parce que le monde entier a vu comment il a été traité. On l'a envoyé à l'abattoir. Il a été blanchi. Et moi, je pense qu'il est actuellement très propre. S'il pouvait faire un petit effort, c'est-à-dire pour se retirer et demander à ses frères une réconciliation, je pense qu'il va atteindre le même stade que les Mandela et il sera encore plus rehaussé sur le continent. Je pense que on ne peut pas dire aujourd'hui que Gbagbo n'a plus envie de revenir dans le jeu politique. Même s'il n'a pas envie, ses partisans, c'est ce qu'ils veulent. Et tant que lui-même ne viendra pas, le problème ne finira pas. Parce que Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe qui en Afrique. Et par conséquent, je pense qu'il peut jouer un rôle vraiment Bernard Oudin, juste pour revenir sur cette candidature de Laurent Gbagbo, on a entendu l'un de ses conseils démentir qu'il avait fait acte de candidature. Finalement, quelle est la bonne version? Est-ce que Laurent Gbagbo a fait acte de candidature ou pas? Écoutez, si les gens veulent bien m'écouter, j'ai rencontré la première fois le président Gbagbo en prison le 20 décembre 2011 et je l'ai vu la dernière fois en prison le 18 décembre 2018, quelques jours avant son acquittement, et depuis je le rencontre régulièrement à Bruxelles, hormis ces dernières semaines à cause du Covid. Mais une chose qui est sûre, qui est certaine, Laurent Gbagbo est candidat à l'élection présidentielle de 2020 de façon tout à fait régulière. Il avait chargé le président d'EDS, la plateforme dans laquelle le FPI travaille, et il y a peut-être eu une interprétation sur les termes de qui a présenté ou pas présenté la candidature du président, mais le président est candidat et était candidat à cette élection. Maintenant, pour rejoindre ce que dit M. Gbagbo, moi-même, comme je vous l'ai dit, j'ai croisé le président des dizaines de fois à la prison. Je n'allais pas à la prison simplement pour le réconforter. D'ailleurs, c'est plutôt lui qui réconfortait les visiteurs, parce qu'il a une force d'âme exceptionnelle. Et on a bien entendu parler de l'avenir du pays. Et aujourd'hui, on en parle encore. Le président Gbagbo, sans rentrer dans tous les détails, c'est une personne qui est capable de mettre l'intérêt général du pays au-dessus de tous les autres intérêts particuliers, à commencer par le sien. C'est sa carrière politique de l'origine jusqu'à aujourd'hui. Le président Gbagbo ne cherche pas le fauteuil pour le fauteuil. Le président Gbagbo cherche l'intérêt général en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire voit sa constitution bafouée. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Et le président Gbagbo fera partie des solutions à ce problème au niveau où il pensera que ce sera le meilleur dans l'intérêt général. Mais la première chose qui doit se faire, c'est que le président Gbagbo rentre avec tous ses droits en Côte d'Ivoire. Il a été blanchi par la justice internationale. Il doit rentrer à Abidjan, retrouver sa place et participer à des réunions et affirmer ce qu'il a toujours dit. Asseyons-nous et discutons. L'avenir de la Côte d'Ivoire doit se faire autour d'une table et non pas à coups de machette. Et quand on voit les événements récents, c'est pas la population qui s'est jetée sur des microbes, ce sont des microbes qui ont été déversés sous la protection policière dans des villages et des villes de Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé à Darou est une insulte au droit, une insulte à la personne humaine. Et c'est passé la même chose à Darou. Est-ce qu'il a été... Il faut être clair. Bernard Oudin, est-ce qu'il a été... 50%, non. Bernard Oudin. Des agresseurs et des agressés. Oui, Bernard Oudin, est-ce qu'il a été prouvé que ces jeunes... parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que les microbes sont des jeunes désœuvrés qui font dans les agressions et les violences de tout genre. Est-ce qu'il a été démontré que ces jeunes gens ont été sous protection policière convoyés vers ces différents endroits? Écoutez, c'est même pas la peine de le démontrer. On est au XXIe siècle. Vous avez les téléphones portables.
vous avez YouTube, vous avez Facebook, vous avez des dizaines, des centaines de vidéos qui montrent des équipes de microbes encadrées par la police et la gendarmerie ivoirienne qui vont agresser des gens dans les villages. Vous avez des dizaines de témoignages de survivants, parce qu'il y a eu des gens qui ont été massacrés, il y a des survivants qui disent ces gens-là sont arrivés encadrés par des gendarmes. On a des vidéos qui tournent partout. C'est pas moi qui ai fait ces vidéos à Dabo, qui ai fabriqué des vidéos. C'est tout à fait constitué. Il faut être aveugle pour pas le voir. Et ça, il faut que ça s'arrête très vite. Parce que sinon, on va rentrer dans un processus qui sera inarrêtable, dans les deux sens. C'est ça qui est problématique. Mais écoutez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y avait le RHDP de monsieur, avec tous les gens en 2011 qui ont permis, avec l'armée française et la France, qui ont chassé le président Gbagbo. Mais de toutes ces photos des leaders du RHDP, vous prenez les photos, vous retrouvez qui aujourd'hui? Un seul homme, Alassane Ouattara. Tous les autres sont partis. Du nord, du sud, de l'ouest, du centre, des gens de droite, de gauche, des jeunes, des vieux. Tout le monde est parti. Il reste M. Ouattara, ses certitudes, sa volonté. J'entendais quelqu'un l'autre jour parler de syndrome du Brice, mais c'est un syndrome cliniquement prouvé. Et il faudra que M. Ouattara... Alors, il faut sauver... Assez à la fait. Oui, assez à la fait. Bernard Roudin le répète, et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Alexandre Tossé-Gbako. Il faut pouvoir mettre en avant l'intérêt supérieur du pays. On sait qu'il y a des médiateurs en Côte d'Ivoire actuellement, mais de quoi discutent-ils? On a vu un certain nombre d'informations publiées sur certains sites en rapport avec l'éventuelle mise en place d'une transition. De quoi est-il question exactement? Oui, les données sont simples. Il est évident qu'il ne fallait pas s'attendre à des choses extraordinaires de la part de la communauté internationale, ainsi appelée. Les autres intervenants l'ont dit. Et au Mali, jusqu'au dernier jour, la CEDEAO et la communauté internationale défendaient une posture de la légalité, celle de maintien du président Ibeka au pouvoir et d'un accord avec l'opposition autour de cette posture. Les événements ont donné autre chose après. Bon, il y en a qui sont contents, mais je ne sais pas si on peut être fier de ce qui arrive au Mali pour une transition de 18 mois. Je ne sais pas si c'est ça les solutions en Afrique, après l'Algérie, après le Soudan. Ce type de transition, je ne sais pas à quoi ça aboutit. Mais oui, les gens veulent une transition en Côte d'Ivoire. Il y a eu, à un moment, il y a eu un bémol, parce que le problème de Côte d'Ivoire, au-delà des grands principes, c'est quoi? C'est qu'il y a eu quand même 4 candidats et parmi ces 4 candidats, il y a 2 qui sont solidaires des 40 qui n'ont pas été candidats dans l'espoir d'avoir leur soutien au motif qu'ils avaient besoin de leur soutien pour aller à l'élection. Et n'étant pas sûr d'avoir ce soutien et pour mener la lutte en espérant avoir leur soutien, tôt ou tard, ils se sont radicalisés pour sortir du scrutin. Sinon, dès le départ même, au nom de principe, il ne fallait même pas entrer dans l'élection en déposant sa candidature. Parce que le code électoral qui permet cette élection, les gens se sont plaints. Il a été signé par ordonnance. Après la modification de la Constitution dans les délais, et avec Covid, les députés ne pouvaient plus se réunir et le code électoral a été signé par ordonnance avant d'être validé par les députés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a le candidat à l'élection présidentielle, contrairement à ce qui était prévu en 2016, il n'y a pas un président et un vice-président. C'était le cas il y a 6 mois. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a l'impression que aussi quand il y a des modifications dans la Constitution qui les arrangent, même si la procédure n'est pas bonne, l'opposition accepte, elle joue le jeu. Mais quand il y a des interprétations qui ne l'arrangent pas, elle crie au loup et puis elle invente des bouts et puis elle est prête à aller jusqu'au bout, pendant que les autres aussi sont prêts à aller jusqu'au bout. Parce que si on regarde bien le processus, il y avait des anomalies dedans depuis le début. Pour revenir aujourd'hui à une position de M. Afin Guessan, les gens en veulent à la CIE, au Conseil constitutionnel. Mais les décisions qui ont été prises par ces institutions sont basées sur des décisions de justice. On peut déplorer que le président Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, qu'il soit privé de ses droits électoraux. Mais cela a été rendu possible par quoi? Par la justice ivoirienne. Mais dans les revendications de l'opposition, il n'y a rien sur la justice ivoirienne. Aucune revendication sur la justice ivoirienne, comme si elle était une bonne justice. Mais c'est cette justice qui permet ce qui arrive aujourd'hui, et c'est cette justice
qui a entretenu, dit-on, la crise au FPI, qui permet à Afi d'être candidat au nom du FPI aujourd'hui, et qui n'a jamais dit à un seul moment que cette justice, contrairement à ce que dit le président Gbagbo et ses soutiens fidèles, dont M. Oudé, a été une justice manipulée sous ordre de M. Ouattara pour lui permettre de rester président du FPI. Donc, il y a toutes ces contradictions aussi qu'il faut relever à quelques jours du scrutin et souhaiter que les leçons soient tirées par les uns et les autres, de sorte qu'il y ait de moins en moins de violence. Et sinon, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU sont dans un cadre que l'on connaît, aider à organiser les élections le 31, éviter le maximum de victimes, alors que l'opposition, elle avait souhaité d'abord une transition, ensuite un report de 2 ou 3 mois. Tout cela n'a pas marché. Assez à la fin, vous avez le sentiment que, et on le voit, que les choses se déroulent plutôt bien en attendant le... Non, pas du tout. Non, on ne dit pas que tout est parfait. De toutes les façons, en 2015, il a dit tout à l'heure, il y avait encore quelques personnes sur l'affiche avec le président Ouattara, le président Bédié et Mabry étaient encore là, mais ils ne sont plus là. Mais en 2015, déjà le FPI, Afi N'Guessan était candidat, mais déjà le FPI fidèle à Laurent Gbagbo n'est pas allé à l'élection. Déjà, il avait appelé au boycott. 2015 ne fut pas facile, mais Ouattara a pu peut-être surmonter ça parce qu'il avait encore le soutien de Bédié, le soutien de Mabry, le soutien des Duncan, à Montano. L'enjeu est de voir ces personnalités qui ne sont plus sur l'affiche, qui ont rejoint le camp, faut le dire, du président Gbagbo, et Guillaume Soro était encore en 2015 avec Ouattara, c'est-à-dire tout ce groupe dont il parlait tout à l'heure, qui a abandonné le président Ouattara, quel est leur poids quand il rejoint enfin le FPI dans un combat qu'il n'a cessé de mener depuis 2011. En réalité, lui qui devait prendre le devant de cette bataille, effectivement, c'est Laurent Gbagbo. Parce que lui et son camp sont restés intègres. Ils n'ont jamais transigé. Et si on a les gens du FPI du côté de M. Laurent Gbagbo qui sont devant, peut-être cette lutte-là aura du succès par rapport à ceux qui ont collaboré avec le président Ouattara jusqu'à une période récente et qui veulent incarner c'est une grosse interrogation et vous faites peut-être bien de le relever. Alexandre Tosse et Gbako, ça pose peut-être le problème de la représentativité au sein de l'opposition. Il y a peut-être que les choses auraient été différentes si les personnalités que l'on retrouve aujourd'hui dans l'opposition ivoirienne avaient été celles qui ont toujours été là. Écoutez, leur absence, effectivement, crée beaucoup de zizanie au sein de l'opposition, mais ce n'est pas là le vrai problème. Alassane Ouattara avait dit qu'il n'irait pas aux élections. Il a choisi un dauphin qui, malheureusement, est parti. Et puis après, on a entendu si Bédié y va, lui aussi il ira. Ça, c'est pas des arguments juridiques pour se saisir d'un appareil électoral. Et moi, la présence, comme je l'ai dit, par rapport à la Guinée, par rapport à Alpha Condé, je dis la même chose par rapport à toutes ces crispations, tous ces problèmes. Je pense que celui qui a créé tout ça, je pense que c'est bien la personne d'Alassane Ouattara. S'il s'était retiré et présenté quelqu'un, je pense que le débat serait autre aujourd'hui. Parce que on ne peut pas accuser l'opposition vraiment, quand bien même l'opposition fait un pas en arrière, deux pas derrière, et c'est un peu comme aussi Seydou Dalé Diallo qui avait dit qu'il n'irait pas et qui finalement est allé. Donc, c'est-à-dire l'opposition n'a pas une démarche très claire. Quand vous avez une position, gardez votre position jusqu'au bout. Mais si on dit aujourd'hui que monsieur, comment il s'appelle, KKB était payé pour pouvoir participer, pour légitimer le camp d'en face. Donc, tout ça, ça monte. Et entendre aussi monsieur Alafé, on comprend qu'il y a un problème. Donc, il faut arrêter le processus. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut arrêter il faut arrêter ce processus et identifier ces barons qui pèsent lourd dans le jeu électoral, essayer de les sortir
pour pouvoir donner un souffle nouveau à la Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait de la paix en Côte d'Ivoire, il faut que ces 3 personnes sortent du jeu électoral, sinon on n'est pas sorti d'affaire. En tout cas, je dis à M. Oudin, si vous pouvez, on connaît bien Laurent Gbagbo, on connaît sa force de négociation, il fait beaucoup de concessions, c'est un grand homme. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Ils ont été de grands présidents, M. Ouattara et M. Bédié. Mais j'ai dit, je veux ce Gbagbo d'antan de se lever, prendre son bâton de pèlerin, appeler ses frères pour dire, comme il a l'habitude de dire, asseyons-nous et discutons pour permettre à la Côte d'Ivoire de revivre. Une élection prochaine où on verra Alassane Ouattara encore à la tête de la Côte d'Ivoire, je pense que ce sera une suite de tout ce qui se passe actuellement. On espère en tout cas qu'il y aura... les problèmes et nous les régler. Alexandre Tossé Gbako, on espère qu'il y aura moins de casse, moins de problèmes. C'est vraiment ce qu'il faut souhaiter à ce pays qui est un pays qui suscite tant d'espoir pour le continent africain, tant les talents ils sont nombreux. Alors nous annoncions que nous allons en seconde partie bien sûr évoquer la situation en Guinée avec cette fois Hamid Baldé. Alors messieurs, merci d'avoir été des nôtres, le temps pour nous de faire cette transition et d'en arriver à la situation en Guinée. La situation en Guinée, elle aussi, inquiète. La seconde partie, donc, est consacrée à la Guinée avec la médiation également de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des médiateurs qui sont dépêchés dans le pays alors que le premier tour de l'élection s'est achevé sur des violences et le président Alpha Condé a été donné vainqueur, des résultats contestés. Hamid Baldé, vous êtes... donc chargé de la communication, chargé de la presse auprès de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, le parti de Cellou Dalein Diallo. Il y a eu des violences et de nombreux morts selon les sources, depuis la proclamation de ces résultats. Exactement, il y a eu assez de morts depuis la proclamation des résultats, c'est-à-dire depuis le 19 octobre 2020. On compte à peu près 30 personnes qui ont été tuées à Conakry, des sources notamment de l'opposition, mais hier aussi confirmées par le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité qui, au départ, niaient l'existence notamment de nombreuses victimes. Mais depuis hier, ils ont fini par reconnaître qu'il y a eu à peu près 30 personnes qui ont été tuées à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Et donc, à cela s'ajoutent notamment beaucoup de personnes qui ont été blessées, beaucoup de concessions aussi qui ont été calcinées. Dans la majorité des cas, ce sont les forces de l'ordre qui sont responsables parce qu'il y a des vidéos qui incriment les forces de l'ordre en train de brûler des concessions de voitures des particuliers dans la zone de Ratouma. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont détenues illégalement dans les prisons guinéennes aujourd'hui et subissent des tortures à l'intérieur de ces prisons-là. Et ça, ce sont des partisans de l'opposition qui ont manifesté la joie parce que nous sommes certains de ce qu'on a comme résultat. On a gagné les élections, donc les citoyens étaient en train de manifester sur les places publiques leur joie de changement, leur joie d'une nouvelle ère, d'une nouvelle Guinée. Et après 10 ans d'une mauvaise gouvernance qui a été responsable de plusieurs crimes contre la population. Alors, Alexandre Tos Gbako, on évoquait la situation en Guinée la semaine dernière. Il avait aussi été souligné le caractère dangereux, si l'on peut dire, de l'autoproclamation de la victoire par le candidat de l'opposition. Est-ce que vous pensez que cela a mis le feu aux poudres ? Ben oui, justement, puisqu'il faut commencer par dire que, premièrement, c'est M. Diallo qui a proclamé sa victoire. Donc, je crois que c'est au soir même de l'élection.
Et par la suite, Monsieur Condé aussi a été proclamé vainqueur. Donc, on comprend aisément que il y a peut-être une bataille qui a démarré. Et ce n'est pas surprenant d'apprendre par la suite ce qui s'est passé au point où il y a eu pas mal de morts. Donc, c'est la conséquence logique. Et maintenant, est-ce que M. Diallo va tenir jusqu'au bout? On ne sait pas. En face, Alpha Condé, pour rien au monde, ne laissera le pouvoir. Donc, ses partisans et même les forces... Mais il y a eu au niveau de la commission électorale des divergences, la contestation d'ailleurs des résultats de l'élection. On a vu que certains résultats, en tout cas, sont, selon justement ces commissaires de la commission, au sein de la commission électorale, certains résultats sont entachés d'irrégularités. Comment arriver à résoudre ce problème sans reprendre l'élection, ne serait-ce que partiellement? À certains endroits, il y a des dispositions constitutionnelles qui le prévoient, semble-t-il, en Guinée. Alors, si vous me permettez... Oui. Hamid Baldé, allez-y. Alors, je voudrais d'abord dire que la déclaration de M. Cellou Dalein n'a rien à voir avec la répression des forces de défense et de sécurité. Il n'a pas proclamé les résultats. Il a dit que la tendance nous donne vainqueur avec des données qui sont fiables, issues du dépouillement au niveau des bureaux de vote, PV par PV, PV par bureau de vote, que nous avons obtenu, que nous avons scanné, que nous avons saisi et que nous pouvons présenter à tout le monde. Nous avons présenté le logiciel avec quand même un travail colossal qui a permis de regrouper toutes les preuves par bureau de vote et les suffrages obtenus par candidat. Donc, M. Cellou Dalein a dit que les tendances lui donnent vainqueur. La deuxième des choses, c'est que le simple fait que les citoyens sortent pour manifester ne permet pas à l'armée de sortir les armes et de tirer sur la population. Je pense que nous devons être responsables. Il n'y a aucune loi, aucune base juridique qui permet à l'armée de réprimer des manifestants et de tirer à balles réelles. Aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vous dire, et selon Amnesty International aussi, de preuves et des vidéos accablent les forces de défense et de sécurité en train de tirer, d'abattre des manifestants qui étaient en train simplement de manifester librement leur joie de changement. Je reviens sur, notamment sur le processus électoral lui-même. Je voudrais rappeler ici que le fait que le président de la CENI programme des résultats ne permet en aucun cas de faire de ces résultats-là des résultats qui sont crédibles. C'est-à-dire que ce n'est pas l'institution qui crédibilise les résultats, mais c'est le processus électoral qui rend les résultats crédibles ou pas. Et sur ces faits, sur l'ensemble de ce qu'on a récolté comme information, des données, des PV par bureau de vote, à travers les délégués que nous avons envoyés sur le terrain, à peu près 32 000 personnes que nous avons déployées sur l'ensemble du territoire national pour 15 000 bureaux de vote, nous pouvons certifier que les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante sont faux et ne permettent pas à Alpha Condé de gagner les élections de façon libre et transparente. Je voudrais peut-être, si vous me permettez, sur quelques chiffres pour vous démontrer que cela n'est pas possible. Alors, je voudrais d'abord... Mais à propos des chiffres, on aura l'occasion de revenir dessus, mais on note qu'il y a une délégation de médiateurs sur place. Il a été bien relevé qu'au sein de la commission électorale, plusieurs voix se sont élevées pour contester les résultats qui ont été rendus publics. Donc il y a un problème sur les résultats. De quoi est-il question dans les discussions avec les médiateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Bon, vous savez, la seule façon de nous permettre d'avancer et que le Guinéen avance, c'est lorsque la vérité est dite. Et malheureusement, dans la plupart des cas, on empêche à ce que la vérité jaillisse et que les gens, et les uns et les autres, puissent être bien informés et qu'on arrive à résoudre les problèmes de façon définitive. Et il y a une mission actuellement de la CEDEAO en Afrique, en Guinée précisément,
Et je pense que leur travail et que les conclusions leur communiqué en tout cas final aujourd'hui ne permettent en rien de faire bouger les choses. Et je voudrais rappeler quelques faits, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Conakry, ils ont fait des entretiens comme ils ont l'habitude de faire et avec notamment une déclaration diplomatique où on entend que les mots nous exerçons l'État d'enlever la séquestration du principal leader de l'opposition et le vainqueur de l'élection présidentielle et exhorter. Et donc, c'est des mots qui ne signifient absolument rien par rapport à un contexte qui est quand même très difficile actuellement pour le peuple de Guinée. La deuxième des choses, ils ont rencontré la commission électorale, soi-disant, et la Cour constitutionnelle et nous demandent juste de recourir aux moyens légaux, sachant qu'eux-mêmes, ils connaissent bien la Guinée, qu'il n'y a pas des institutions véritablement légitimes, légales, capables de transcender des conflits électoraux. C'est tout là où on peut remettre en cause la victoire du président de la République. Donc, ils n'arrivent pas. Nous, ce qu'on voulait demander à la communauté économique de la CEDEAO, c'est qu'elle s'asseye et qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, chaque candidat ayant reçu une fiche de résultats, on s'asseye, qu'on comptabilise PV par PV. Et cela permettra à tout le monde de savoir quel est le principal vainqueur. Parce que je rappelle simplement que la Commission électorale indépendante n'a fait que publier des procès-verbaux de centralisation. C'est-à-dire que la Commission électorale nationale indépendante ne reçoit pas les PV par bureau de vote et qu'elle arrive à faire elle-même sa propre compilation pour publier les résultats et qu'au moins il y a une certaine sincérité. C'est au niveau des CACV, là où on a essayé d'exclure les partis politiques, on a saisi des fiches de dépouillement qui sont absolument faux, des procès-verbaux qui sont faux. C'est là qu'on a fabriqué des résultats qui donnent Alpha Condé vainqueur. Et la Commission électorale nationale indépendante n'a fait que publier les procès-verbaux issus des 38 circonscriptions de la République de Guinée. Ils n'ont pas fait de compilation PV par PV. Maintenant, si on demandait à la Commission électorale nationale indépendante de s'asseoir, de remonter les PV, parce qu'eux, ils ont une copie du procès-verbal. Le ministre de l'administration a une copie du procès-verbal. Les partis politiques ont des fiches de résultats issus du dépouillement. Oui, là vous donc, parlez d'un nouveau décompte, une confrontation des procès-verbaux. Mais souvent c'est difficile à obtenir, Alexandre Tosse. C'est pas difficile. Non, je disais que par expérience sur le continent africain, c'est difficile à obtenir, Alexandre Tosse Egbako. Oui, ça ne donnera rien parce que c'est pas maintenant qu'il faut chercher à régler le problème. Si Alpha Condé a décidé de proclamer une nouvelle république pour remplir une troisième fois, c'est pas par hasard. Il a tout mis à sa disposition, il s'est préparé, même si ce que la CENI a proclamé dans l'absolu n'est pas vrai. Je pense qu'il est déterminé et pour rien au monde, il lâchera le pouvoir. Et les médiations de la CEDEAO, tout ça, il ne faut pas compter sur ça, ça ne donnera rien. C'est bien avant qu'il faut observer vraiment une démarche dure pour qu'on n'aille pas aux élections. Et la même chose va se produire en Côte d'Ivoire. Si on va aux élections, ce sera trop tard après. Même si, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer en Guinée? Bientôt, peut-être, qu'est-ce que la médiation va proposer? Gouvernement d'union nationale? Monsieur Diallo va accepter ça? Je ne sais pas. Mais c'est vous dire que à l'heure où vous êtes aujourd'hui en Guinée, je ne pense pas que Alpha Condé accepte de revenir en arrière. Le drame est déjà... Oui, Hamid Baldé, vous pensez que au point où l'on en est, il est possible d'inverser la tendance? Je pense que quand on parle de la Guinée et de l'intérêt national, on ne demande pas à ce que M. Alpha Condé pense. On pense, et ce qu'on doit dire, c'est que la vérité des urnes soit publiée. Tout le monde doit être d'accord sur ce principe. Oui, mais la vérité des urnes... Oui, allez-y. La vérité des urnes... Oui. Je voudrais juste préciser que on ne doit pas fermer la porte pour dire que quand Alpha Condé pense ou quand il voit ses intérêts, ce sont ses intérêts seulement qui doivent s'appliquer par rapport à la République.
ce qu'on voudrait demander à tous les patriotes, à tous les Guinéens, mais aussi à toutes les personnes de bonne volonté, en tout cas qui veulent le progrès, l'apaisement, la stabilité, et de dire que la vérité des urnes doit être connue. Et comment est-ce qu'on peut connaître la vérité des urnes? Nous, au sein de l'opposition, on a fait un travail colossal de récolter les informations, PV par bureau de vote, et à travers la compilation, on a des preuves pour démontrer que dans n'importe quel bureau de vote de la République de Guinée, on peut sortir le PV et les suffrages obtenus par candidat. Donc il y a aujourd'hui, c'est facile d'être. Non, c'est pas l'idéal. Non, mais Hamid Baldé, en ce moment, vous l'avez relevé, il y a ces discussions qui sont menées autour de la CEDEAO, mais le problème et la marge de manœuvre des médiateurs de la CEDEAO pour pouvoir justement obtenir du pouvoir. Je pense qu'on ne demande pas forcément à la CEDEAO d'obtenir, mais c'est de dire la vérité. Au moins, s'ils n'arrivent pas à obtenir, qu'ils disent que voilà ce qu'il y a, mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. Nous avons essayé de travailler sur la médiation. Voilà la proposition concrète de sortie de crise. Mais si vous regardez aujourd'hui la déclaration finale, ils n'ont pas proposé une sortie de crise. C'est ça en fait. Ils n'ont pas fait une proposition de sortie de crise. Et c'est le sempiternel problème. En fait, ça ramène aux différents. Ça ramène aux différentes situations qu'on a souvent vues sur le continent africain. Justement, il faut bien souhaiter que ce soit différent en Guinée, mais pour l'instant, il n'y a pas de véritable avancée avec cette médiation qui, on l'espère, pourra faire bouger les lignes. Mais on note aussi, Hamid Baldé, que l'opposition continue de maintenir la pression sur le pouvoir. Il y a eu un appel à la désobéissance civile pour les prochains jours. Est-ce que ce sera la démarche à adopter pour peut-être obtenir gain de cause? Alors, je voudrais dire aujourd'hui que pour ce qui est de la Guinée, si Alpha Condé est déterminé de swapper au suffrage du peuple de Guinée après 2010 et 2015, je pense que cette année, il va se tromper, il va plonger le pays dans le chaos et dans l'instabilité qui sera la source, notamment c'est lui le principal responsable parce qu'il ne peut pas partir après que le peuple s'est exprimé et le peuple ne veut pas de sa gouvernance. Et nous, au sein de l'opposition, c'est que nous restons déterminés. Nous ne comptons pas forcément avec la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO a échoué à résoudre les crises au niveau sous-régional. Je n'attends absolument rien de cette commission au niveau de la CEDEAO. C'est un syndicat de chefs d'État. On a vu le cas du Mali où, malgré que le peuple malien rejetait les propositions de sortie de crise du président Ibeka, mais quand même il tenait coûte que coûte, vaille que vaille, à maintenir un homme qui était rejeté par le peuple guinéen et par le peuple malien. C'est la même chose en Guinée-Conakry. On savait, tout le monde sait aujourd'hui que le problème du troisième mandat est un conflit qui va mettre en difficulté la stabilité, la paix à l'intérieur des États. Mais malgré que la CEDEAO quand même a une charte qui impose aux États d'aller dans le sens de la démocratie, de l'alternance démocratique, on a vu que ces syndicats de chefs d'État quand même continuaient à cette ère. C'est le cas de la Guinée, on a changé. Alors c'est vous qui dites que c'est un syndicat de chefs d'État. Vous considérez que c'est un syndicat de chefs d'État. C'est ma liberté d'expression. Je pense que nous ne vous la réfutons pas, mais on souligne que c'est votre opinion. Non, ce n'est pas vous. Je dis c'est moi qui le dis. C'est un syndicat de chefs d'État et ils n'ont pas tranché un seul problème au niveau sous-régional. Et il n'y a aucun pays au niveau sous-régional à s'en sortir. Il y a quand même des crises au niveau sous-régional. Par la seule faute qu'on ne veut pas respecter la démocratie au niveau sous-régional. Et ça, c'est vraiment un problème. Je pense que ces personnes aujourd'hui voyagent de la Côte d'Ivoire vers la Guinée, au Mali tout le temps, dans les avions, dans les hôtels pour dépenser de l'argent, mais ils n'arrivent pas à résoudre une seule crise. Vous prenez M. Ibn Chambas.
Depuis presque 10 ans, il part à Conakry. Mais jusqu'à présent, il n'a pas résolu une seule crise. Mais est-ce que ça ne peut dépendre que de M. Ibn Chambassi, Alexandre Tosegbako, il y a tout un appareil. Je pense que, en fait, moi je vous dis simplement. Oui, Alexandre Tosegbako, c'est vrai qu'il y a au niveau de ces médiations beaucoup de choses à redire, mais ça ne peut pas dépendre non plus que d'une seule personne. Ah non, du tout. Ça ne dépend pas de la seule personne de M. Chambas, que je connais personnellement. Vous savez, il représente, actuellement, il est le représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, je crois. Moi, je l'ai connu au secrétariat ACP à Bruxelles. Et je pense que c'est quelqu'un qui a des convictions, malheureusement personnelles, mais il dépend d'une institution et il a des feuilles de route à respecter. Il ne peut pas se permettre de prendre de liberté pour dire ce qu'il veut. Donc, comme M. Baldé le disait tout à l'heure, je continue de penser que la Guinée va sombrer les prochains jours parce que jusque-là, ce n'est que les résultats provisoires, je crois. Mais écoutez, on espère que la médiation qui est menée va aider parce qu'il n'y a pas du tout, personne n'a intérêt à ce que la Guinée sombre. Hamid Baldé, on espère vous retrouver très bientôt pour faire le point sur les avancées. Est-ce que vous ne me permettrez pas dans 1 minute de parler un peu Oui, non, mais on est arrivé au terme de l'émission. On va vous permettre de conclure en 1 minute, mais on vous invite déjà à de prochains rendez-vous, cette fois en espérant que ce sera pour parler des avancées et notamment de désamorcer la crise en Guinée. Donc vous avez 1 minute pour conclure. Alors, je voudrais d'abord rappeler les uns et les autres que c'est bien et bien qu'une opposition puisse remporter des élections en Afrique. Il faudra qu'elle mette les moyens dans la surveillance du processus électoral. Et nous, en Guinée-Conakry, on a posé 4 points qui permettent aujourd'hui d'invalider les résultats publiés par rapport à la CENI de M. Alpha Condé. C'est le taux, c'est le nombre de bureaux de vote pris en charge ou dans la région de Kankan et Farana, les fiefs du président de la République, tous les bureaux de vote ont été pris en charge, or que la moyenne au niveau national est de 90%. C'est un biais. La deuxième des choses, c'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, de Kankan, la région de Kankan, 3241 bureaux de vote, il n'y a que 6 bureaux de vote qui ont été annulés, c'est-à-dire une moyenne de 0,2%, ce qui est anormal par rapport à la proportion nationale. La deuxième des choses, c'est le taux de participation. Le taux de participation au niveau moyenne nationale est de 75%. Or, dans la préfecture ou dans les préfectures de la région de la Haute-Guinée, fief du RPG Arc-en-Ciel, vous êtes à 100% à Kankan, 100,14% à Farana, ce qui est impossible, c'est-à-dire que le nombre d'inscrits... Et ça fera l'objet d'un autre débat. Vous comprenez que... Alors, je voudrais vous remercier déjà pour cette émission et le fait que vous me permettez au niveau de débattre sur votre chaîne. La Guinée, la Côte d'Ivoire traversent des périodes très difficiles et je présente mes condoléances à toutes les victimes du côté de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. Je suis un homme de l'alternance, je suis un homme attaché à la démocratie et je pense que l'Afrique devrait aller de l'avant pour que les élections ne puissent pas conduire à des lendemains tristes. Surtout qu'on dépense assez d'argent pour organiser des élections. Je pense qu'on peut organiser des élections libres et transparentes lorsqu'on a des patriotes, des personnes qui ont le sens et le respect des institutions, le sens aussi, le respect de la vie humaine, parce qu'ils sont responsables de ce qui arrive souvent au lendemain de la publication de faux résultats qui ne reflètent en rien la vérité des urnes et l'expression du peuple au niveau de l'Afrique. J'espère qu'un jour on arrivera à débattre que des questions économiques, des questions sociales, environnementales, où les uns et les autres devront proposer des idées au lieu de parler simplement d'un processus électoral qui est vicieux et qui conduit malheureusement à un lendemain très difficile pour une nation. Aujourd'hui, en Guinée, on a 30 personnes qui sont tuées. On ne sait pas ce qui va arriver demain. L'armée a été réquisitionnée pour réprimer les manifestants. Et on espère, vivement que justement que tout cela va s'arrêter. Alexandre Tosegbako, on ne désespère pas de l'Afrique malgré tout.
Merci à vous. Messieurs, on rappelle que nous étions pour la première partie de cette émission en compagnie de Bernard Oudin, conseiller spécial de Laurent Gbagbo en ligne de Paris. Il y avait également Wakili Alafé, qui est journaliste, écrivain, analyste politique. Nous avions aussi Hamid Baldé, qui est chargé des relations avec les médias à l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, principal parti d'opposition. Merci de votre attention et très bonne suite de programme sur La Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.